Chaque année, 37 millions d'avions sillonnent le ciel. Le vol Rio-Paris était l'un d'eux. Un vol, hélas, resté dans l'histoire. Récif, Air France 447. Good evening, level 350. Je ne connais rien qu'on jette en l'air qui ne redescende pas. La vache. Personne ne comprend que l'avion a décroché. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Je sais pas ce qui se passe. Tout se passe dans les 20-25 premières secondes. Après, il y a 4 minutes de chute. Moi, je maintiens que là, au bout des 25 secondes, c'est fini. Les passagers, ils ont été remis dans tous les sens. Ils ont dit, je peux vous assurer que il n'y en a pas un qui dormait dans la cabine, c'est une évidence. C'est pas vrai, qu'est-ce qui se passe? Putain, on est mort. Je me suis écroulée sur le balcon en poussant un hurlement parce que je savais qu'il y avait quelque chose qui se passait et que c'était la fin. Cet avion, il est tombé. Je me suis dit, si ça se trouve, il a crié, il a eu peur. Et nous, pendant ce temps-là, on n'a rien senti. On dormait. On n'était pas là pour lui. Le 1er juin 2009, 228 personnes naviguent à bord de cette A330 d'Air France. L'appareil a décollé de Rio quelques heures plus tôt. Il survole l'océan Atlantique en vitesse de croisière. C'est la nuit, les passagers sont assoupis, les pilotes sereins. Mais un orage et un terrible enchaînement de problèmes techniques et d'erreurs d'appréciation vont précipiter l'Airbus vers la mer. Il disparaît des écrans radars. Alors, que s'est-il vraiment passé? Dans le document qui va suivre, vous entendrez les témoignages, dignes et émouvants, des proches de victimes en quête de vérité. Vous allez aussi être plongé au cœur du drame, comme dans un film. Vous allez vivre cette catastrophe de l'intérieur de la cabine de pilotage. Grâce aux boîtes noires et donc aux enregistrements des conversations, nous avons pu reconstituer les dernières minutes fatidiques qui ont conduit au pire. C'est un document exceptionnel, signé Yonouk Teyanou. « 31 mai 2009, Rio de Janeiro. Il est 19h. Sur le tarmac de l'aéroport international, le vol Air France 447, Rio-Paris, se prépare au décollage. C'est un Airbus A330, le fleuron du constructeur européen. Un avion qui vole presque tout seul. Un avion révolutionnaire dans les automatismes de cet avion et dans la gestion qu'il peut y avoir entre l'être humain et les automatismes de l'avion. Des automatismes tellement perfectionnés que depuis son lancement, 15 ans auparavant, aucun Airbus 330 n'est tombé. D'ailleurs, Airbus présente son avion comme indécrochable. Indécrochable, on va être très clair vis-à-vis de tous ceux qui nous regardent. Je ne connais rien qu'on jette en l'air qui ne redescende pas. 216 passagers vont embarquer. Parmi eux, Caroline Soulas, une jeune professeure de 23 ans. Elle est venue à Rio pour accompagner son mari, qui est steward, sur ce vol. Ouais. Elle est beau là comme ça, c'est bien. Et donc? Lorsqu'ils sont tous les deux partis, j'ai fréquemment bien entendu des textos qui permettent de suivre, pas en temps et en heure, mais de vivre avec eux, en fait, même en décalé, leur séjour. C'est bien. La plage, le pain de sucre,
Le Corcovado, bon, ce sont des destinations systématiques en fait. Et le dimanche soir, m'a envoyé le petit texto habituel qui disait bien, nous voilà à l'embarquement. On aurait bien aimé prolonger, c'est dommage de rentrer sur Paris. Caroline était assise à la place 25A. 4 rangées vers l'avant, à la place 21A, est assis Nicolas Touliou, un jeune cadre qui voyage souvent pour un grand restaurateur français. Nicolas devait rentrer la veille, mais il a prolongé son séjour d'une journée pour profiter de Rio. J'étais au courant de ce voyage-là parce qu'il devait rentrer donc, le 1er juin au matin et c'était donc un jour férié parce qu'on était sur le lundi de Pentecôte et le soir on devait fêter l'anniversaire de mon père qui est né le 1er juin. L'embarquement du vol Rio-Paris est presque terminé quand Nelson Marinho arrive à l'aéroport en retard. Paris ne doit être pour lui qu'une escale. Ce technicien, qui travaille sur des plateformes pétrolières, part en Angola pour un contrat d'1 mois. Notre vie était très bien. Nous étions très heureux. Nous n'avions pas d'enfants. Lui voyageait. Pour son départ, son père avait organisé un barbecue avec la famille. Il partait 28 jours. Chose étrange ce jour-là, le comportement de Nelson n'est pas habituel. Un peu comme s'il avait un pressentiment. Il était très câlin avec moi, mais il était froid avec les autres, très froid, y compris avec ses parents. Il ne voulait pas qu'on le prenne dans les bras. Ce jour-là, il a dit au revoir comme jamais il ne l'avait fait. Il a dit au revoir à tout le monde. Et il m'a embrassé. Nelson est le dernier passager à monter dans l'avion. Para decolagem, pedimos que coloquem ao posto dos assentos na posição vertical, levantando e travando as visitas. Informamos ainda que uma breve tripulação. Après les consignes de sécurité, le vol Air France 447 décolle à 22h29, avec 30 minutes de retard. L'arrivée à Paris est prévue à 11h10 le lendemain. Sur les vols long courriers, comme sur ce Rio-Paris, l'essentiel du voyage est entièrement automatisé. Les pilotes n'interviennent que dans les phases de décollage et d'atterrissage, soit environ 10 minutes sur un trajet total de 11 heures. Rapidement, le pilote automatique est mis aux environs de 3000 mètres. Les pilotes, en général, ne pilotent l'avion à la main que pour les trajectoires d'envol, de décollage d'envol. Idem à l'arrivée, encore que même dans certaines compagnies, il est préconisé d'utiliser des automatismes pratiquement jusqu'au toucher des roues. Donc les pilotes ne pilotent plus, ça c'est un fait. La logique, c'était vraiment, je vais faire une série d'automatismes, on va dire, allez, pratiquement pour que cet avion puisse voler tout seul de Rio à Paris. L'être humain n'étant là que pour dire, eh bien, j'aimerais qu'il fasse ça à ce moment-là, ou lorsqu'il y a un incident grave ou quelque chose qui sort du quotidien, pour intervenir. Aux commandes de cet Airbus A330, Marc Dubois, 58 ans, un pilote expérimenté, avec plus de 11 000 heures de vol. Il se trouve que le commandant Marc Dubois était un ami que je connaissais personnellement. On est entrés ensemble à la compagnie Air Inter. C'était un gars brillant, sérieux, bon pilote, bon manœuvrier. C'est un gars qui vraiment avait
toute la confiance que l'on peut accorder à un commandant de bord. Le premier copilote, David Robert, a 37 ans et 6500 heures de vol. Dans cette première partie du voyage, il se repose dans une couchette, à l'arrière du poste de pilotage. 6500 heures, allez, on va dire qu'en moyenne, un pilote fait, allez, on va dire peut-être 700 heures dans l'année. Donc c'est un gars qui a 8-9 ans de carrière. Le second copilote, Cédric Bonin, est le moins expérimenté de l'équipage. Il compte seulement 3000 heures de vol. Il fait partie de cette génération de pilotes formés au vol en pilotage automatique. À ce moment, assis à droite, c'est lui le pilote en service de l'avion. Le commandant Dubois, sur le siège de gauche, s'occupe de la radio. À 1h35, il a le dernier contact avec le contrôle aérien brésilien. Récif, Air France 447. Good evening, level 350. Okay, Air France 447. Keep going at level 350. Bye bye. À partir de là, l'avion se lance à l'assaut de l'immensité de l'océan. Oui, bien sûr, vous êtes seul au monde. Par exemple, lorsqu'on fait des vols transatlantiques, on reste des 3-4 heures sans pouvoir communiquer avec des moyens classiques de radio avec un contrôleur. La portée des radars est d'environ 400 km. Le vol Rio-Paris quitte la zone de couverture du radar brésilien et restera invisible pendant plus de 3 heures. Il devra réapparaître de l'autre côté de l'Atlantique, sur le radar de Dakar, au Sénégal. Les avions sont sur des rails, hein. Ils sont sur des autoroutes qui sont tracées. Hein. Ils sont là où on les attend. Seulement, pour le vol Rio-Paris, les choses ne vont pas se passer comme prévu. Au petit matin, le 1er juin 2009, le vol Air France 447 n'apparaît pas sur les radars sénégalais et ne répond pas aux appels radio. On va avoir une phase d'incertitude. Il aurait dû nous contacter. Déclenche INSERTFA, phase d'incertitude. À 7h45, sans nouvelles de l'avion, une cellule de crise est mise en place à l'aéroport de Paris. Ensuite, il ne m'appelle toujours pas. Là, on va passer dans ce qu'on appelle l'alerte. L'alerte FA. Où là, on va commencer à passer des messages aux différents contrôleurs, aux différents avions autour. Essayer d'appeler cet avion, on n'a pas eu de message. Aucune réponse. Le temps presse. Dans 1 heure, l'avion aura épuisé sa réserve de carburant. Puis au bout d'un moment, lorsque visiblement il n'y a pas de contact, que là vraiment il y a un engagement sur la sûreté, la sécurité, la vie des gens, on va déclencher la phase de détresse, détresse FA. Ce qui veut dire qu'on alerte tout le monde pour dire maintenant, il faut aller voir au dernier endroit où il est supposé être pour voir ce qui se passe. À 11h04, un avion brésilien décolle vers la dernière position connue du vol Rio-Paris. L'Airbus a signalé sa présence pour la dernière fois ici, dans la nuit, à 2h10. Il s'agit d'un point au milieu de nulle part, au-dessus de l'océan Atlantique. Devant les yeux des sauveteurs, aucune trace sur la surface de l'océan. À ce moment-là, l'Air France 447 ne peut plus être en vol, faute de carburant. Il a tout simplement disparu, avec 228 passagers à bord. Un avion qui disparaît, ça n'existe pas. Là, j'ai dit, ben, c'est terminé. Il n'y est plus. Au même moment, à Paris, les familles attendent leurs proches. Corinne Soulas se prépare à accueillir Caroline, sa fille. J'ai reçu un coup de fil sur le coup de 11h qui indiquait en fait, par l'intermédiaire de ses beaux-parents, qui me demandaient le numéro de vol parce qu'ils avaient entendu par la voix des médias qu'un avion en provenance de Rio avait disparu des écrans radars. Je me suis écroulée sur le balcon en poussant un hurlement parce que je savais qu'il y avait quelque chose qui se passait et que
que c'était la fin. Pour moi, il n'y avait pas... Enfin, je sais pas, j'ai pas imaginé autre chose qu'une fin. Ça m'a tellement touchée dans le cœur d'apprendre... J'ai compris que c'était grave. À l'aéroport, une cellule de crise accueille les familles qui arrivent en état de choc. Ophélie Touliou arrive, elle, à 16h30. Elle attend Nicolas, son frère. C'est un cauchemar, en fait. C'est un cauchemar parce que vous rentrez dans une pièce où il y a beaucoup de monde. Il y avait 228 passagers à bord de cet avion, donc beaucoup de familles françaises qui sont tous là. On voit tous ces gens qui sont tous en train de pleurer, les bras, ils sont tous voilà, et ils pleurent, ils crient, et vous arrivez, vous dites c'est pas possible, c'est un cauchemar, c'est un cauchemar. La petite amie de son frère arrive aussi sur place. Là, j'ai retrouvé ma belle-sœur, je pense que je peux dire ça comme ça, qui m'a sauté dans les bras et qui m'a dit on voulait vous annoncer notre mariage ce soir. Et là, j'ai craqué. Là, j'ai réalisé que c'était juste pas possible. C'était pas possible, c'était pas possible. C'était pas possible qu'ils soient plus là, c'était pas possible qu'ils allaient se marier, c'était pas possible que ce soit arrivé ce jour-là, l'anniversaire de mon papa. Qu'est-ce qu'on avait fait pour mériter ça? La tragédie prend une dimension nationale. C'est le président de la République qui se rend auprès des familles pour l'annonce officielle. Cette nuit, nous avons perdu la trace d'un avion d'Air France avec 228 personnes à bord, passagers et personnel d'équipage. Nous n'avons aucun élément précis sur ce qui s'est passé. C'est une catastrophe comme jamais la compagnie Air France n'en avait connue. Pour le père de Caroline, cette annonce officielle est terrible. Et après, c'était la grande solitude, c'était la pire des solitudes. J'étais seul sur la terre avec ma douleur. Perdre d'un enfant, c'est l'incrédulité, quoi, surtout. On n'arrive pas à croire à cette réalité, à cette fatalité. Très vite, de toute façon, on perd espoir. Quand un avion disparaît, faut pas se leurrer. Mais je crois que tant qu'on n'a pas retrouvé une petite trace de l'appareil, dans sa tête, on se dit ils sont quelque part. C'est le côté un petit peu surréaliste. La nouvelle fait la une de tous les médias. Édition spéciale sur M6 consacrée à la disparition d'un avion d'Air France en plein vol au-dessus de l'océan Atlantique avec à son bord 228 personnes, au moins 40 Français, une majorité de Brésiliens et plus de 20 Allemands. C'est à ce jour la catastrophe la plus meurtrière qu'ait connue la compagnie aérienne française. L'Airbus A330 effectuait la nuit... Alors, que s'est-il passé? Dans un premier temps, un incident brutal est évoqué, car l'avion a disparu sans lancer le moindre message de détresse. Donc il y a quelque chose de très grave qui s'est passé. Alors après, grave, explosion en vol, attentat, problème majeur qui amène l'avion dans une chute vertigineuse, là c'est impossible de le dire. À l'aéroport, les responsables se succèdent et essayent d'apporter des réponses aux familles des victimes. On attend des nouvelles jusqu'à l'arrivée de certains représentants d'Air France qui commençaient à passer voir les familles et à passer le message comme quoi l'avion aurait été touché par la foudre. C'est des phénomènes qui n'empêchent pas les avions de voler, mais qui, évidemment, peuvent créer des conditions qui peuvent dégrader la sécurité de la machine, surtout si, en même temps, il arrive des problèmes techniques. Pour élucider le mystère, le jour même, le bureau d'enquête et d'analyse auprès du ministère des Transports est chargé du dossier.
L'avion, dans les dernières minutes du vol, avait émis un certain nombre de messages automatiques, des messages à CARS, qui avaient été enregistrés au centre de maintenance d'Air France. Alors, ces messages faisaient état de la perte d'indication de vitesse, de la perte du pilote automatique, ainsi que de la perte de la protection contre les décrochages. La CARS nous dit pratiquement tout. Pour nous, c'était évident que cet avion avait décroché. La durée de communication des messages à CARS a duré en gros 4 minutes, avec des incertitudes de 15 à 45 secondes. Enfin, en gros, 4 minutes. 4 minutes, vu l'altitude à laquelle était parti l'avion, c'est tout simplement la vitesse d'un corps en chute libre dans l'atmosphère. Donc cet avion, il était évident depuis le départ que cet avion était tombé en feuille morte, à plat, jusqu'à la mer. L'avion a communiqué sa position pour la dernière fois à 2h10. Les messages se sont interrompus 4 minutes et 23 secondes plus tard. Donc ça veut dire que l'avion a parcouru au maximum la distance correspondant à 5 minutes de vol entre la dernière position connue et l'accident. Un avion en vitesse de croisière parcourt 15 km par minute. En 5 minutes, le Rio-Paris a pu voler au maximum 75 km. Les recherches s'effectuent donc dans ce rayon, autour de la dernière position connue de l'avion. Au bout de 5 jours, les sauveteurs repèrent des débris à la surface de l'océan. Leur étude apporte une première certitude. L'avion n'a pas été victime d'une explosion en vol. On peut dire que l'avion était probablement intact au moment où il a touché l'eau et qui s'est désintégré au moment du choc. On retrouve la dérive complète. Là, on dit, pour qu'il y ait la dérive complète, c'est qu'il a tapé dur. Quand on voit cette dérive-là, c'est affreux. C'était nos camarades dedans, et puis c'est traumatisant pour tout. C'est quand même le drapeau national, c'est quand même symbolique. C'est pas une compagnie quelconque. La découverte des débris est une preuve supplémentaire pour les familles. Maintenant, il n'y a plus aucun espoir de retrouver vivants leurs proches. Là, bien entendu, on a su qu'il fallait pas penser autre chose que ce qu'on nous faisait voir aux actualités. Cet avion, il est tombé. Je me suis dit, si ça se trouve, il a crié, il a eu peur. Et nous, pendant ce temps-là, on n'a rien senti. On dormait. On n'était pas là pour lui. Demorou bastante. J'ai mis longtemps à comprendre que je ne le reverrai plus jamais. O nunca mais vem de vez em quando, sabe? Mais il y a un homme qui ne veut pas croire à la fatalité. C'est le père de Nelson. Il est persuadé que son fils est encore vivant. Comme il avait fait un stage de survie aux Pays-Bas, où il devait sauter d'un hélico dans la mer, et qu'il s'en était très bien sorti, mon espoir, c'était qu'il était toujours vivant. Alors, pour se persuader qu'il a raison, Nelson se rend tout de suite à Recife, dans le nord du Brésil, là où les premiers corps de victimes ont été rassemblés. Parmi les débris qui flottaient, les sauveteurs ont retrouvé une 50aine de corps. J'ai ressenti le besoin d'aller à Recife, où ils avaient ramené les restes des corps. Mais ils ne m'ont pas laissé entrer à l'Institut médico-légal. Ensuite, ils ont révélé les identités des corps retrouvés, et ils n'y étaient pas. Seulement, tous les corps n'ont pas été repêchés. Il reste 178 corps quelque part au fond de l'océan.
Ma lutte continue parce que j'ai besoin de savoir la vérité. Je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé et où est le corps de mon fils. J'ai perdu ma fille, donc je voulais savoir dans quelles conditions elle était partie et pourquoi surtout. C'est le pourquoi qui est lancinant, qui est permanent et on veut une explication logique à ça. Qui est responsable? Comment ça s'est produit? Dans quelles conditions? Pourquoi? Alors, pour savoir ce qui s'est vraiment passé, une seule solution. Retrouver les boîtes noires de l'avion au fond de l'océan. La seule chose dont on est certain, c'est que on a le dernier emplacement via la CARS enregistré. On a la zone d'impact, puisqu'on a retrouvé des morceaux. Maintenant, il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Malgré la profondeur, 4000 mètres, il faut retrouver ces boîtes noires, il faut retrouver l'épave pour la faire parler. Une course contre la montre commence au milieu de l'océan. Les boîtes noires émettent un signal qui permet de les repérer pendant seulement 30 jours. Plusieurs navires explorent les fonds marins. Mais au bout d'un mois, aucun écho. Alors, les familles de victimes se demandent si on ne leur cache pas quelque chose. On se disait, c'est pas possible qu'on retrouve des corps, qu'on retrouve des nappes de kérosène, qu'on retrouve des débris, et que derrière, on retrouve pas le reste de l'épave et pas les boîtes noires. On se dit, c'est pas possible. C'est Air France, c'est Airbus. Il y a forcément des enjeux derrière et on ne veut pas qu'on retrouve cet appareil. On ne voit pas pour quelle raison on aurait essayé de gagner du temps. N'oublions pas que l'avion en question est un A330. Sur cet avion voyagent tous les jours des centaines de milliers de passagers. Et est-ce que nous aurions mis en cause la sécurité de ces passagers? Il faudra pourtant 2 ans avant que les boîtes noires ne soient retrouvées. Le 2 avril 2011, après avoir sondé pour rien plus de 10 000 km² de fonds marins, les enquêteurs retournent exactement à l'endroit où l'avion avait signalé sa dernière position. Et là, l'impensable va se produire. Le sonar, capable de détecter des objets sous l'eau, va montrer une image inespérée. Sur l'écran, on devine une aile et la carlingue. Ce qu'on a vu à ce moment-là, c'est quelque chose d'anormal au fond de la mer. Quelque chose d'assez flou, pas très précis, ça n'a pas du tout la précision d'une photographie, mais quelque chose d'anormal. On a réenvoyé les sous-marins, mais cette fois avec des caméras. Devant les yeux des enquêteurs hébétés, apparaissent enfin les restes du vol Air France 447 par 4000 mètres de fond. Et c'est là que le BEA a diffusé dès le lendemain matin ces images en noir et blanc très impressionnantes où on voit le train d'atterrissage de l'avion, où on voit différents éléments de l'avion au fond de la mer. Le 1er mai 2011, parmi les débris de l'avion, les enquêteurs trouvent enfin les boîtes noires. Elles sont restées pendant 2 ans et on a pu les lire immédiatement. Donc elles étaient intactes, c'est-à-dire qu'elles ont été parfaitement conservées. On a eu accès à tous les paramètres du vol et ainsi qu'à toutes les conversations de l'équipage jusqu'à la dernière seconde avant l'accident. À partir de la transcription de cet enregistrement, nous avons reconstitué ce qui s'est passé dans le poste de pilotage de l'avion, minute par minute, mot par mot. Récif, Air France 447. Good evening. Nous sommes 40 minutes avant l'accident. L'avion est en vitesse de croisière à une altitude de 35 000 pieds, soit 10 000 mètres.
À 1h35, le commandant Dubois a le dernier contact avec le contrôle aérien brésilien. Récif, Air France 447. Good evening, level 350. Okay, Air France 447. Keep going at level 350. Bye bye. Bon, ça va être long pour toi. Essaye de dormir 20 minutes tout à l'heure. D'accord, sympa. Pour l'instant, j'ai pas envie, mais si j'ai envie. Pendant les vols long courriers, les pilotes se reposent à tour de rôle. Après 2h30 de vol, le commandant semble fatigué. Il est 1h40. J'ai pas assez dormi cette nuit. 1 heure de sieste, c'était pas assez tout à l'heure. Pour moi, il se réfère clairement à la tentative de sieste qu'il a essayé de faire avant le vol et qui n'a pas été couronnée de succès, semble-t-il. Donc, alors, ce qui est intéressant tout de même, c'est qu'on peut considérer effectivement qu'il y avait une certaine fatigue. La difficulté de la nuit, c'est quand on est en décalage, on est fatigué et qu'on n'a pas les mêmes capacités intellectuelles et physiques qu'un vol de jour quand on part au matin à la fraîche. À 1h44, l'avion passe l'équateur. Et on passe l'équateur. On passe l'équateur, t'as senti la basse? Oui. Le commandant est plutôt bienveillant. Ça me rappelle mes vols un peu. Hein. Je veux dire, bon, rien de... Vous savez, on est un peu dans la routine. Une routine qui ne va pas durer. À 1h45, l'avion approche une zone de turbulence. Je dirais qu'on va rentrer dans la couche devant. Ça serait bien de monter un peu là, non? On va attendre un peu, si ça passe. On va pas se laisser emmerder par des cumulus. Il se dirige vers quelque chose que nous appelons techniquement le front intertropical. Il s'agit de courants qui arrivent du nord pour l'hémisphère nord, du sud pour l'hémisphère sud. Les deux se rencontrent à un endroit où il y a des 35-40 degrés. Donc là, vous avez une espèce de barrière nuageuse qui monte, qu'on appelait toujours à l'époque d'Apostale le fameux poteau noir. Vous voulez l'éviter? Pas être facile, qui fait le tour de la Terre. Pas être facile du tout. Mais ce sont des nuages très ciblés. Certains font 1 kilomètre de diamètre. Donc qu'est-ce que vous faites? Quand vous les voyez marqués sur le radar, vous en voyez un bien actif. Passez à gauche, passez à droite. Parfois, ils montent tellement haut, vous êtes obligé de rentrer dedans. C'est justement le choix fait par les pilotes ce soir-là. L'avion continue sa route et va rencontrer un phénomène rare, les feux de Saint-Elme. Il manquait plus que ça. On va en prendre une ou quoi, là? Il manquait plus que M. Saint-Elme. J'ai pas l'impression qu'il y avait des orages. À un moment donné, sur le pare-brise, vous voyez comme des espèces de petits éclairs dans tous les sens. C'est très rare, hein. C'est rare qu'on en voit, mais ça arrive parfois lorsque vous passez dans des nuages qui sont très chargés en électricité. Vous voyez, ça crépite dans tous les sens, ça éclaire un petit peu comme des flashs. C'est très très joli à voir. Alors quand même, quand on voit ça, on rentre un peu la tête dans les épaules. Pourquoi? Parce que ça veut dire que l'orage, la foudre est pas loin. Alors que la météo est exécrable, c'est le moment que choisit le commandant de bord pour aller se reposer. Ça va turbuler quand je vais aller me coucher. Non, regarde, on sort. Jusqu'à la prochaine. Bon, il ne reste plus qu'à la veiller, c'est ça? Et qui est-ce qui pose? C'est toi? Bon, alors il va prendre ma place. Nous sommes 15 minutes avant le crash. C'est le plus jeune des pilotes qui reste aux commandes de l'appareil. Il est 1h59. David Robert, le deuxième copilote, vient remplacer le commandant. Bien dormi? Ouais, je somnolais en fait.
T'as pas dormi? Il y a des moyens. Bon allez, je me casse. Ça va où? Ça va. Bon, les petites turbulences qu'on a eues tout à l'heure, on va retrouver ça dans la couche devant. Je vais les appeler à l'arrière pour leur dire. Ouais, Marilyn, c'est Pierre devant. Oui. Dis-moi, dans 2 minutes, on devrait passer une zone où ça devrait bouger un peu plus. Faudra vous méfier. D'accord, on s'assoit alors? Ouais, ce serait pas mal, ouais. Je te rappelle dès qu'on est sorti de là. Ok. Les passagers sont attachés. L'avion est prêt à affronter l'orage. La vache. Heureusement, on est en 330. C'est clair. Tu veux pas altérer un peu à gauche éventuellement? Excuse-moi. Tu peux éventuellement prendre un peu à gauche. Ah oui, d'accord. Il passe en ce qu'on appelle en manuel. Au lieu de laisser le pilote automatique faire, il lui dit heading, ça veut dire que c'est lui qui décide du cap, et il lui dit tiens, tu vas tourner 15 degrés à gauche. Pourquoi il fait ça? Parce que sur son écran radar, il a un gros nuage qui est là, et il dit ben, je vais passer côté gauche. Avec la nature, il faut faire avec et pas contre. C'est elle qui sera la plus forte. Donc il va falloir, à un moment, pouvoir nous détourner. C'est ce qu'ils ont fait. À 2h09, le vol Air France 447 se détourne, au dernier moment, et ne parvient pas à éviter le cumulonimbus. Sur cette reconstitution faite par le BEA, on voit que tous les avions présents dans la zone cette nuit-là choisissent une autre trajectoire pour éviter le nuage. L'avion entre dans un nuage de grêle, indétectable au radar. Les cristaux s'écrasent contre la carlingue. À 2h10 et 5 secondes, le pilote automatique se déconnecte. J'ai les commandes. C'est rapide, hein, ça vient vite. Hein. Alors vous êtes... Tac, tout d'un coup, pouf. Voilà, à là. Donc il dit au pilote, démerdez-vous. Nous sommes à 4 minutes et 23 secondes du crash. C'est Cédric Bonin qui a les commandes de l'avion en mode manuel. Et le jeune homme ne comprend pas pourquoi le pilotage automatique s'est désenclenché. Ce qu'il ignore, c'est que les capteurs de vitesse de l'avion, ces 3 petits tubes métalliques appelés sondes pitot, ont été bouchés par des cristaux de glace. L'information de vitesse, elle est envoyée par ces fameuses sondes pitot. Ces sondes pitot, c'est un tube, l'air rentre dedans, plus vous allez vite, plus l'air appuie, et puis ça se transforme en une indication de vitesse. Je bouge ce tuyau. Le pilote automatique, lui, c'est un ordinateur. Il reçoit des informations, une vitesse qui dit 200, l'autre qui dit 80, lui, il sait plus. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il dit je sais pas faire, il saute. Si le pilotage automatique a sauté, c'est donc qu'il y a un problème. Et les pilotes vont s'en apercevoir. On n'a pas une bonne annonce de vitesse. On a perdu la vitesse alors? Ouais. La vitesse affichée sur le tableau de bord n'est pas la bonne. Et les pilotes ne comprennent pas pourquoi. D'autant qu'une alarme indiquant un dysfonctionnement des sondes pitot aurait dû se déclencher. Et c'est quoi l'alarme? Je vais vous dire exactement ce que c'est. Là, cette alarme, elle aurait dû indiquer Nav ADR disagree, speed crosscheck. Ce qui veut dire problème de navigation, les centrales aérodynamiques ne sont pas d'accord, vérifiez vos vitesses. Et là, il n'y en a pas d'alarme. Donc, le pilote aux commandes ignore que certaines informations sur le tableau de bord sont fausses. À ce moment, devant ses yeux, l'altimètre indique que l'avion redescend de 400 pieds. Mais en réalité, il n'en est rien. Le pilote réagit, lui. Il tire sur le manche pour faire remonter l'avion. Il y a des gens qui disent mais pourquoi il tire sur le manche? Mais
Je réponds, est-ce que vous savez ce qu'il avait devant les yeux? C'est vraiment un réflexe sur quelque chose qui l'a incité à avoir ce réflexe. Le variomètre indique que l'avion s'est mis en descente. Et l'altimètre le confirme. Et l'altimètre perd 400 pieds. C'est pas beaucoup, 400 pieds, c'est 150 mètres. Mais ça se voit sur les instruments. Le premier geste du pilote, c'est juste de remonter l'avion, puisqu'il descend. Et qu'il y a des avions au-dessus, en dessous. Et que là, on doit rester à son niveau. Donc son premier geste, il est parfaitement compréhensible. Il tire sur le manche pour ramener l'avion à la bonne altitude. Les mauvaises informations données par les instruments vont avoir des conséquences dramatiques. Car le pilote tire tellement sur le manche que l'appareil va dépasser 11 500 mètres, l'altitude maximum à laquelle il peut voler. L'alarme stall, qui prévient que l'avion décroche, se déclenche. Stall, stall, stall. Qu'est-ce que c'est que ça? Stall, stall. La situation est critique, car l'avion commence sa chute. Et les pilotes ne s'en rendent pas compte. Donc à ce moment-là, l'avion commence à chuter très lentement. Hein. C'est pas brutal, hein. C'est tout doucement, tout doucement. Et là, ils sont dans l'incompréhension, en effet. Personne ne comprend que l'avion a décroché. Tout se passe dans les 20-25 premières secondes. Après, il y a 4 minutes de chute. Mais moi, je maintiens que là, au bout des 25 secondes, c'est fini. Quatre minutes avant le crash, en temps normal, l'ordinateur de bord devrait prendre la main et sortir l'avion du décrochage en le faisant piquer. Seulement, une nouvelle alarme prévient que ce système de protection vient de tomber lui aussi en panne. Dès lors, c'est la confusion. Alternate low. On a perdu les protections, fais attention à ta vitesse. Fais attention à ta vitesse. Ok, je redescends. Stabilise. Ouais. Tu redescends. On est en train de monter selon lui. Selon les 3, tu montes, donc tu redescends. C'est parti, on descend. Putain. Dans le cockpit, les deux pilotes ne comprennent plus rien aux réactions de l'avion. David Robert appelle au secours le commandant dans la cabine de repos. Ça répond pas. En apportant les moteurs, qu'est-ce qui se passe, bordel? Tu comprends ce qui se passe, toi? J'ai plus le contrôle de l'avion. J'ai plus du tout le contrôle de l'avion. Putain. On est où? C'est quoi, là? J'ai l'impression qu'on a une vitesse de fou, là, non? À 2h11 minutes et 42 secondes, le commandant de bord revient enfin dans la cabine de pilotage. Bon, qu'est-ce qui se passe, là? Je sais pas ce qui se passe. On a perdu le contrôle de l'avion. On a totalement perdu le contrôle de l'avion, on comprend rien, on a tout tenté. Tiens, prends ça. Les pilotes doutent de tout ce qui est affiché sur le tableau de bord. Pourtant, à ce moment-là, les sondes pitot fonctionnent à nouveau et indiquent la bonne vitesse. Mais les pilotes ne le savent pas. Au bout de 1 minute et quelques, la glace fond et on récupère les informations de vitesse. On récupère les deux pitots, on récupère les informations de vitesse. Mais à ce moment-là, ça fait plus d'1 minute que le drame a commencé. Ça fait plus d'1 minute que, au fur et à mesure que les secondes passent, les 3 pilotes ne savent plus quelle est la validité de l'information qu'ils ont devant. Prends ça. Mais le problème, c'est que j'ai plus de vario là, j'ai plus aucune indication. On n'a plus aucune indication qui soit valable. J'ai l'impression qu'on a une vitesse de fou. Qu'est-ce que vous en pensez? En réalité, l'avion n'avance plus. Il chute. Mais Cédric Bonin, qui a poussé les moteurs à fond, pense, lui, qu'il avance trop vite. Il veut alors sortir les aérofreins. Non, surtout sors pas les freins. Non? Ok, alors on continue à descendre. On sort les aérofreins pour freiner l'avion. Et donc, Bonin applique une procédure qui confirme qu'il pense que l'avion est toujours en survitesse. Là, on a la confirmation flagrante que depuis le début, il est dans cette erreur de représentation et qu'il n'en est pas sorti. Les pilotes ne savaient pas s'ils allaient trop vite ou pas assez vite. S'ils étaient en décrochage
ou en survitesse. Les pilotes n'arrivaient pas à le ressentir. On tire. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu vois? Je sais pas, on descend. Priority right. L'avion est en chute libre, à seulement 4500 mètres d'altitude. Dans la cabine, les passagers commencent à se rendre compte que quelque chose ne va pas. Une des hôtesses appelle les pilotes. L'hôtesse arrière, elle, qui a appelé plusieurs fois le poste de pilotage, elle a vu qu'il se passait quelque chose d'anormal. Et donc elle était au niveau de l'empennage, qui était un empennage énorme, hein, sur un A330, et il devait y avoir un bruit d'enfer. Le bruit aérodynamique de cet empennage qui ne fonctionnait pas dans le bon sens. Les passagers, ils ont été remués dans tous les sens. Ils ont dit, je peux vous assurer que ça, il n'y en a pas un qui dormait dans la cabine, c'est une évidence. L'avion, un coup, il est parti à droite, un coup à gauche, un coup vibré, des bruits. Les accélérations qu'ils ont dû subir dans un sens, à droite, à gauche, en haut, en bas. Alors, qu'ils aient réalisé que l'avion tombait, je n'irai pas jusque-là, mais et ils ont dû être, malheureusement, ils ont dû comprendre que quelque chose d'important se passait, ça c'est sûr. Pour entamer une procédure de secours, les pilotes doivent d'abord stabiliser l'avion. Ça y est, les ailes sont à l'horizontale, non? Mais les ailes à plat, oui. Et suivre l'horizon de secours. Là, ta vitesse, tu montes, tu descends. Je suis en train de descendre, là. Non, tu montes là. Je monte? Ok, alors on descend. En altitude, on a quoi, là? Putain, c'est pas possible. On sent vraiment que, depuis le moment où il ouvre la porte jusqu'à la fin, il est en train de voir quelque chose de dramatique devant lui, quand même. Il voit un avion qui tombe à plus de 10 000 pieds minute, à plus de 3000 mètres par minute. Attendez. Et puis j'imagine que quelque part, même s'ils n'ont pas tout compris, il y a un petit coin du cerveau qui voit bien que l'affaire, ça ne va pas durer longtemps. Et ça ajoute du stress. Et vous savez qu'en situation de stress, le cerveau n'est plus capable de faire grand-chose. Valti, on a quoi, là? Mets les ailes à l'horizontale. Les ailes à l'horizontale, c'est ce que je cherche à faire depuis tout à l'heure. Mets les ailes à l'horizontale. Ça y est, je suis à fond avec du gauchisme. Allez, doucement. On a tout perdu au niveau de la gauche. Ça y est, on arrive au niveau 100, là. Niveau 100, c'est-à-dire 3000 mètres. À moins d'une minute de la fin, les pilotes comprennent enfin ce qui les a trompés. Moi j'ai les commandes. C'est moi qui ai les commandes, non? Comment ça c'est qu'on continue à descendre à fond, là? Remonte. Je suis à fond à cabrer depuis tout à l'heure. Non. Bonin, le copilote, confirme à ses collègues qu'il a le manche plein cabré. Là, pour le coup, son collègue de gauche dit « mais c'est pas vrai ». Lui, il comprend. Là, à ce moment-là, il comprend. Ce que David Robert comprend à ce moment-là, c'est que Cédric Bonin a tiré sur le manche la plupart du temps, alors que pour sortir l'avion du décrochage, il fallait pousser le manche. Le pilote de gauche ne sait pas ce que fait le pilote de droite. Et le commandant au milieu non plus. Parce que les manches sont petits, sont cachés par le torse. Personne ne sait qui fait quoi là-dedans. L'équipage n'a plus de dialogue avec l'avion. Il y a une rupture de communication entre l'homme et la machine. Il y a un problème d'interface, on ne se comprend pas. Non, ne remonte plus là. Il descend. Donne-moi les commandes. Vas-y, t'as les commandes. Le pilote de gauche prend les commandes, mais c'est du désespoir. Il sait très bien que c'est fini. Là, il n'y a plus rien à faire. Fais attention, tu cabres. Je cabre. Tu cabres, mais il faudrait... On est à 4000 pieds. 4000 pieds, 1200 mètres. La surface de l'océan se rapproche. De nouvelles alarmes se déclenchent. Sink rate, pull up. Vous avez une vitesse verticale
un taux de vitesse verticale qui est beaucoup trop important avec une alarme de proximité du sol, et là le logiciel vous dit pull up, tirez sur le manche. C'est-à-dire qu'on n'est pas loin avant l'impact. Allez, tire. On tire. Oh, c'est pas vrai, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, à un moment donné, il y en a un qui dit c'est pas possible, on va taper. Il le sait. Quel est le réflexe humain? Jusqu'à la dernière seconde, vous allez essayer de vous battre pour essayer de sortir. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font, ils essayent de se battre jusqu'à la dernière seconde. Là, à ce moment-là, ils ont compris tous les trois. Mais ouais, c'est quoi? C'est quelques secondes avant l'impact. Voilà. Et puis en même temps, imaginez l'échec avec tous ces gens-là derrière. Ce qui est terrible pour Cédric Bonin, c'est de savoir que sa femme Isabelle est passagère, à l'arrière, dans la cabine, et que leurs 2 enfants les attendent à Paris. Putain, on est mort. 10 degrés d'assiette. Il énonce un bout de procédure, c'est tout. Voilà. Il se raccroche à un truc. Pleine puissance, assiette 10, et puis on tire, et puis... L'enregistrement de la boîte noire s'est arrêté à 2h14 minutes et 28 secondes, le 1er juin 2009. Deux ans plus tard, les enquêteurs remontent les débris de l'avion d'une profondeur de 4000 mètres. J'étais derrière mon bureau avec la télévision allumée. Et une chaîne d'information a montré une image de l'épave qui venait d'être retrouvée. C'était un dimanche, c'était un 3 avril, le jour d'anniversaire de Caroline. On reconnaît bien les différents éléments de l'appareil. On voit bien qu'il s'est écoulé 2 ans. Parce qu'il y a les algues, il y a les coquillages qui se sont posés autour de ces éléments et c'est dur. Les images filmées au fond de l'océan font le tour du monde. Elles apportent une révélation difficile à entendre pour les familles de victimes. On a plus que des traces en fait, on a des corps. C'est-à-dire qu'il reste des corps dans la partie qui a été retrouvée. Tout n'a pas explosé si vous voulez, il y a une partie de l'habitacle et dans cette partie de l'habitacle il y a des corps. On a été très très frustrés parce que de ne pas avoir été avertis et que ce soit les politiques constamment en état de recherche médiatique qui nous donnent ce genre d'informations. Donc ça, on l'a très mal vécu. On entend des choses vraiment très dures. On entend même que soi-disant des gens seraient encore attachés à leur fauteuil, qui seraient très bien conservés. Enfin, c'est des choses que vous n'avez pas envie d'entendre, ou en tout cas, surtout pas par le biais médiatique. On rentre dans une période qui est, je trouve, la plus macabre, en fait. Et je me rappellerai toute ma vie, je pense aussi, de ma maman qui m'a dit « Il est attaché à son siège, il est au fond de l'eau ». Une question se pose maintenant aux enquêteurs. Que faire de ces corps? Les laisser là où le destin les a amenés? Ou les remonter pour les rendre à leur famille? Ils ont décidé, en fait, de ne rien laisser au fond des océans. Donc on n'a pas vraiment eu le choix. Moi, j'aurais sincèrement préféré que ça reste en l'état. « 104 corps sont remontés et acheminés en France. Ils sont déposés à l'Institut médico-légal de Paris pour des tests ADN. Et vous suivez ça à la télé, comme tout le monde. C'est extraordinaire. Et donc, on est à regarder la télé tous les jours.
pour faire des statistiques de probabilité. Est-ce que peut-être pas. Et en même temps, on se dit c'est pas possible, ils vont être dans un état... Enfin, on parle quand même de votre frère. Moi, je pensais à mes parents et je me suis dit mais c'est leur bébé en fait. C'est leur fils. Les identifications prennent 6 mois. La gendarmerie vous appelle. Vous êtes la maman de Caroline, oui. Eh bien, nous venons vous donner les résultats. Ça traîne un peu en longueur. C'est difficile, bien entendu, d'annoncer des choses pareilles. Et nous sommes désolés, votre fille n'a pas été retrouvée. Et puis la deuxième question que vous posez, est-ce que son mari a été retrouvé? Et là, on vous répond oui. Nous avions émis un souhait, c'était que ces deux enfants-là ne soient pas séparés. Et on a eu le pire scénario, puisqu'il y en a un qui a été retrouvé et pas l'autre. C'est mon père qui a appelé et qui... Oh, le coup de fil a duré 20 secondes. Il m'a dit, il est pas dedans. Il a raccroché. Et là, je crois qu'au fond de moi, j'avais quand même envie qu'il revienne. « 74 victimes n'ont jamais été retrouvées. Au Brésil, Nelson Marinho est devenu le président de l'association des victimes du vol Air France 447. Le ministère des Affaires étrangères m'a appelé et ils m'ont annoncé qu'on l'avait retrouvé. Ça a été une grande surprise pour moi parce que j'avais perdu tout espoir de retrouver la dépouille de mon fils. C'est sa dernière photo. C'est la photo de son passeport. Je suis avec lui à chaque instant, quoi que je fasse. Quand je fais un barbecue comme le dernier qu'on avait fait pour son départ, quand je vois un enfant qui lui ressemble, à chaque moment, je pense à lui. Et ça doit être le cas de toutes les familles. Et je sais que ce sera comme ça pour le reste de ma vie. Je suis en paix avec cette souffrance. Carla, l'épouse de Nelson Jr., a mis beaucoup de temps à accepter la disparition de son mari. Parce que, quelques semaines après l'accident, un autre bouleversement est arrivé dans sa vie. En même temps que j'acceptais cette dure réalité, je me suis rendu compte que j'étais probablement enceinte. C'était une ironie du sort que je sois enceinte, justement à ce moment-là. Mais je l'étais vraiment. Caio Maximus, le fils de Nelson, est né en janvier 2010. Je ressens de la peine pour lui. Et aussi pour Nelson, qui aurait voulu vivre ça. Je ne peux pas être père et mère en même temps. Mais j'essaie de combler cette absence. Il ne connaîtra jamais son père. Pendant très longtemps, je lui ai raconté une histoire, que son père était sur une petite étoile et qu'il demandait de ses nouvelles depuis cette petite étoile. Et Caio était satisfait avec cette explication quand il était petit. Mais quand il avait à peu près 3 ans, il m'a demandé à nouveau de lui raconter son père. Et moi, à nouveau, j'ai raconté l'histoire de la petite étoile. Mais il m'a dit, « Maman, papa est mort. » Oui, il est mort.
Air France a érigé 2 stèles identiques, une à Rio, l'autre à Paris, pour rendre hommage aux 228 victimes du crash. C'est l'accident le plus grave de l'histoire de la compagnie. À Air France, il y a un avant et un après Rio. Il n'y a qu'une seule chose de positive dans un accident aérien, c'est d'en tirer la totalité des conséquences de manière à ce que cela ne se reproduise plus jamais. En juillet 2012, le BEA a présenté les conclusions de son enquête. Le rapport montre que l'obstruction des sondes pitot était une panne connue. 9 incidents du même type ont été recensés par Air France dans l'année qui a précédé le crash du vol 447. En fait, tout le monde était au courant de ce problème des tubes pitot qui s'obstruaient avec les cristaux de glace. Air France était au courant. Air France était d'ailleurs inquiète et je pense a alerté le constructeur. Le constructeur était bien sûr au courant, la DGAC était au courant. Tout le monde était au courant, sauf les premiers concernés, les pilotes. C'est quand même extraordinaire. Pourtant, en avril 2009, 2 mois avant l'accident, Air France avait déjà mis en place un programme de remplacement progressif des sondes pitot, avec des modèles plus fiables. Seulement, les sondes du vol Rio-Paris n'avaient pas encore été changées. À quelques mois près, ben c'est pas passé. À quelques mois près. Voilà. Aujourd'hui, toutes les sondes pitot ont été changées sur les Airbus A330 de la flotte d'Air France. Le rapport du BEA souligne aussi une ironie du sort. Si les pilotes du vol 447 n'avaient rien touché, l'incident ne se serait probablement pas transformé en drame. Ce qui s'est passé pour 2 autres avions, un de XL Airways et un d'Air Caraïbes, qui ont eu exactement la même chose, sans rien toucher. Et donc l'avion ne touche à rien, l'accélération est toujours la même, il monte pas, il descend pas, on se contente juste de le tenir en disant pourvu qu'il descende pas, pourvu qu'il monte pas, et puis au bout de 2, 3, 4 minutes, les sondes se sont réchauffées, ils ont récupéré, et puis ils ont pu remettre le pilote automatique. Si ces équipages ont mieux réagi, c'est parce que les conditions de vol étaient bien différentes. Moi, 2 jours sans nuages, je sais le faire. C'est pas le cas de cet équipage. Là, ils ont eu la concordance, la coïncidence de toute une série de choses qui font que, malheureusement, ça ne peut pas bien se terminer. Vous mettez 100 pilotes à leur place, je pense qu'il y en a 99 qui meurent. Le 100e, probablement, c'est parce qu'il a été à l'église la veille. Voilà. Faut rester humble, hein. Suite à l'accident du vol 447, l'entraînement des pilotes d'Air France a été amélioré. Des séances de simulateurs sur le pilotage manuel en haute altitude et le décrochage sont désormais obligatoires. C'est vrai que Air France s'est complètement remis en question suite à cette catastrophe aérienne. Ça a été un travail de tous les jours, une amélioration de la sécurité des vols, avec une révolution culturelle au sein d'Air France absolument extraordinaire. Les constructeurs ont changé les procédures de décrochage et la décision que j'ai prise dès que ces procédures ont été changées, c'est de faire passer tous les pilotes d'Air France. Nous avons été, je pense, la première compagnie à faire ça. Tous les pilotes d'Air France sont passés au simulateur pour s'approprier la nouvelle procédure de décrochage. Des changements qui ont probablement permis à Christophe Barbereau d'échapper à la mort. Ancien commandant de bord à Air France, il a pu sauver sa vie et celle de ses 180 passagers grâce aux enseignements du crash Rio-Paris. Dans la nuit du 27 février 2012, il était aux commandes du vol Tananarive-Paris. L'avion, un Airbus A330, vole en pilote automatique à son altitude de croisière, au-dessus de la Tanzanie. Lorsque soudain... Vers 1h du matin, je suis rentré pratiquement en collision, soudainement, avec un énorme bloc de glace.
Et telle une flèche, j'ai pénétré à l'intérieur de ce gigantesque bloc de glace qui était en fait une tête de cumulonimbus indétectable au radar qui monte à la vitesse faramineuse de 10 000 pieds minutes et qui nous emporte comme si on était un vulgaire fétu de paille. L'avion de 200 tonnes monte à une vitesse de 3000 mètres par minute et approche de l'altitude maximum à laquelle il peut voler. Le choc initial est très violent, on est un peu projeté vers le pare-brise. Très rapidement, il y a une abattée vers le bas qui nous projette vers le plafond de l'avion. Mes bras partent en l'air comme pour une hola. Comme pour le vol Rio-Paris, les automatismes de l'avion sautent. On perd complètement le contrôle de l'avion en moins d'une seconde. Et les turbulences sont plus que sévères, elles sont ultimes. J'ai perdu toute la lisibilité des instruments de bord et des instruments moteurs. Donc nous sommes totalement aveugles. Et très rapidement, moi je lâche les commandes parce que je me dis, voilà, c'est terminé, on va tous mourir. Cet incident arrive 2 ans après le crash du Rio-Paris. Entre-temps, les pilotes ont appris à mieux réagir face à ce genre d'incident. L'expérience du Rio me dit qu'il ne faut pas monter. L'expérience du Rio me dit qu'il ne faut pas avoir peur de la survitesse. C'est que, et surtout, l'expérience du Rio me dit que j'ai que des avantages à descendre. C'est-à-dire que ça va augmenter mon domaine de vol. Donc ça va augmenter mes marges de sécurité. Et donc j'ai décidé de donner des impulsions à piquer jusqu'à la butée mécanique du manche. Ma première impulsion, je suis resté carrément en butée pendant 10 secondes, j'ai relâché. Et à chaque fois, je sentais que l'avion se recabrait. Donc j'ai donné comme ça une dizaine d'impulsions. Au bout de 2 minutes, l'avion sort du nuage de cristaux de glace. J'ai commencé à pouvoir relire progressivement, au fur et à mesure où les turbulences diminuaient, notamment mon anémomètre, c'est l'indicateur de vitesse. Et là, stupeur, j'ai vu un bandeau rouge continu de vitesse. Heureusement, ce ruban rouge a disparu au bout de quelques secondes. En fait, ça n'a pas duré longtemps. J'ai décidé de remettre tous les automatismes, les uns après les autres. D'abord le pilote automatique, et j'ai reprogrammé l'avion en automatique qui a récupéré son niveau de vol. Tous les passagers étaient attachés. Il n'y a eu que 2 blessés légers. Cet incident a duré à peine 2 minutes. Mais bon, ça a été les 2 minutes les plus intensives de ma vie. Le vol Tananarive-Paris est arrivé à Roissy à l'heure. Incroyable. Pour le vol Rio-Paris, 7 ans après le crash, une enquête judiciaire est encore en cours. Airbus et Air France sont mis en examen pour homicide involontaire. Un procès aura lieu dans les années à venir. L'accident montre qu'il y a eu à un moment ou à un autre une défaillance dans le système, qu'il soit chez le constructeur ou chez l'opérateur, voire même les deux. Et ce débat public permet de les mettre les uns et les autres en face de leurs responsabilités. Mais la sanction la plus importante, c'est certainement pas de les condamner à X dizaines de milliers, centaines de milliers ou millions d'euros d'amende. C'est de venir dire publiquement, là, vous avez commis une faute, là, vous vous êtes trompé. Et vous devez y remédier. La vérité sera judiciaire ou ne sera pas. Donc c'est pas fini. Par contre, et puis c'est d'autant pas fini que tous les jours, le souvenir revient. C'est évident. Ce qui me rassure, c'est que grâce à la justice brésilienne, j'en suis certain, on va obtenir à ce que Air France et Airbus
nous disent la vérité. Nous voulons connaître la vérité. On se dit, mais ils sont partis, mais on veut pas qu'ils soient partis pour rien. Si demain ça devait se reproduire, c'est hors de question. S'il y a eu des manquements, il y a eu des choses qui ont été mal faites, et qu'aujourd'hui ils sont morts à cause de ça, on veut savoir qui, pourquoi, comment, et que ça ne se reproduise plus jamais. Ophélie a complètement changé de vie. Aujourd'hui, elle travaille à la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents. J'ai jamais été aussi fière de moi que depuis que j'y suis et que je peux aider ceux qui vivent la même chose que moi. Donc j'espère que si jamais il était quelque part et il pouvait être fier de moi, ce serait super. Caio Maximus, le fils de Carla et Nelson, a maintenant 7 ans. Quand je suis forte, quand je vais bien, je suis fière de moi. Je suis fière de voir tout ce que j'ai fait. Ma capacité à me réinventer, ma force de continuer à affronter les difficultés de la vie. Je veux toujours continuer, aller de l'avant. Toute cette histoire me rend très fière de moi. Même s'il est aujourd'hui grand-père, Nelson restera marqué à jamais par la perte de son fils. Le tatouage est un hommage que j'ai voulu lui rendre. Comme ça, j'ai toujours Nelson devant mes yeux. Dans mon petit bureau aussi, j'ai des photos de lui. Et sur le tatouage, c'est lui tel que je le vois enfant. Parce qu'un fils ne grandit jamais pour un père. Et j'ai écrit en bas du tatouage, « Un fils est éternel ». Et c'est vrai, il est avec moi pour toujours. Quand vous perdez un enfant, la vie n'est plus la même. C'est une partie de votre avenir qui s'est évaporée. D'autant plus qu'il n'y a pas eu de maladie, ça a été soudain. Pour moi, Caroline, elle est restée à Rio, elle est au Brésil. Elle n'est pas ailleurs qu'au Brésil. J'imagine qu'elle dort au fond de l'océan, comme une sirène, la petite sirène de Walt Disney. C'est l'image que je cherche à garder et je ne veux surtout pas envisager quoi que ce soit d'autre parce que ça serait terrible et ça m'affecterait encore plus. Donc je préfère la voir dormir. C'est l'image que j'ai voulu garder d'elle. Depuis l'accident du vol Rio-Paris, aucun autre avion d'Air France n'a connu un tel destin. C'est ainsi que s'achève cette soirée. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur W9.